historien, oui. qui vient pour un livre qui s'appelle très exactement La Révolution française et la violence, édité aux Clés de France, et Yannick Giroir, bien connu de la librairie Françoise, qui est auteur, philosophe, poète, lithographe. Philosophe, non, mais... À 16 heures. Non, poète, romancier, mais pas philosophe. Et qui a commis cet attentat du tableau aux éditions Constellation. Alors, ce que je vous propose, c'est de demander à chacun de nos auteurs de nous résumer et nous parler de leur ouvrage. Alors, on va commencer, je passe la parole à Yannick, qui va nous parler donc de Attentat du tableau, qui est un roman, dans un contexte assez particulier que je le laisse développer. Voilà, je l'avais commencé il y a 30 ans. C'était la première version. On m'a poussé à le reprendre. Je l'avais laissé dormir dans les archives. Et en raison du fait que c'est le conflit israélo-palestinien qui constitue le contexte. Voilà. Mais c'est aussi, et c'est d'abord, une histoire d'amour entre un homme et une femme. Eh oui. Eh oui. Seulement, il se trouve que la femme est une peintre, qu'elle est palestinienne, en exil à Paris, qu'elle est célèbre, elle est chrétienne, de formation maronite, et d'autre part, son mari est un grand reporter, très amoché par tout ce qu'il a couvert, tout ce qu'il a vu, toutes les horreurs des guerres. Quand le roman commence, il s'apprête à sortir de clinique psychiatrique. Et voilà, c'est les données de départ. Il se trouve seulement que, alors ça c'est vraiment ce qui a fait le ressort du livre, le ressort dramatique, c'est qu'elle a fait plusieurs tableaux, dont un est reproduit ici d'ailleurs, mais elle a représenté son mari sur un des tableaux qui va faire polémique, dans une posture qui justifie son internement. Une posture de fou. Et l'homme, le reporter, qui sort de clinique, qui ne sait pas que sa femme l'a représenté sur cette toile, va se découvrir lui-même, comme en miroir. Et à partir de là, entre son double et lui-même, et sa femme, donc un trio qu'on pourra appeler triangle mimétique, et on retrouvera la théorie de René Girard. On va y arriver, voilà. Mais avant d'arriver doucement, on va demander à Hervé Luxardo donc, de nous parler de son livre « La Révolution française et la violence », alors qui est sous-titré d'ailleurs, c'est intéressant, c'est « Une logique infernale », 1789 à nos jours, en exprimant quel était l'objectif de ce livre. Comment il est né ce livre? Il est né depuis longtemps également, puisque avec des collègues, on avait créé une revue d'histoire qui se voulait justement faire plutôt de l'histoire par en bas. Bon, tout ça, ça a évolué, et puis comme je suis spécialisé sur la Révolution française et sur le monde rural, j'ai découvert tout un tas de choses qui m'ont posé des problèmes et que je ne trouvais pas dans les livres ordinaires sur les histoires de la Révolution française. Et c'est vrai que j'avais lu beaucoup de livres sur la Révolution française, y compris Michelet, que j'estimais. J'ai bien dit que j'estime beaucoup moins, mais qui m'a intéressé parce que la description qu'il fait de Paris au XVIIIe siècle scénarise, on a l'impression qu'on est en plein cinéma véritablement, et il décrivait notamment certaines violences du début de la Révolution française que je n'ai pas forcément retrouvées dans l'histoire de la Révolution française, puisque il faut vous dire que les historiens de la Révolution française sont dépendants en grande partie
de la vision du monde très marxisante de l'Institut de la Révolution française à Paris, Paris 1 Sorbonne. Et donc, si vous voulez, on se trouve avec un récit qui couvre l'histoire de la Révolution française et qui est toujours le même. Et on passe sous silence un certain nombre de choses. Et quand j'écrivais sur la Révolution française, comme on avait écrit la Révolution française, je me suis trouvé en porte-à-faux parce qu'il y avait des événements qui n'étaient cités nulle part. Et donc j'ai voulu, si vous voulez, voir ce que c'était véritablement que la Révolution et pas se contenter d'un survol. Comme beaucoup font actuellement, c'est-à-dire que ce sont en fait des mots qui s'additionnent, des chiffres, mais la réalité quotidienne de ceux qui ont vécu la Révolution en 1789, 91, 92, etc., jamais on la voyait véritablement. Et j'avais l'impression que les violences que l'on trouvait, c'était quelque chose de tout à fait naturel et que même certains historiens revendiquaient, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas de l'histoire pour expliquer ce qui s'était réellement passé, mais ils faisaient de l'histoire pour refaire la Révolution. Et ça pose un problème à un historien, puisque jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, la Révolution n'est toujours pas un objet historique en France. Il y a beaucoup de polémiques, notamment entre un historien marxiste qui s'appelle Albert Soboul et puis François Furet, qui a donné une autre vision des choses, notamment sur les aristocraties, l'aristocratie. Et donc, j'ai trouvé que c'était malhonnête de toujours présenter de la même manière. Mais bien évidemment, si vous voulez, les choses ont été présentées de manière très favorable. Je ne suis pas contre la révolution, mais très favorable aux révolutionnaires, et pour les révolutionnaires. Et en définitive, ça permet de ne pas parler de ce qui s'est réellement passé. Et quand j'écrivais, donc c'était en 2022, début de 2023, en même temps que j'écrivais, je voyais à la télévision et dans les radios les violences qui se passaient. Et j'ai été étonné de voir que, en fait, ce que j'écrivais, ça ressemblait terriblement à ce qui se passait aujourd'hui. Et donc ça m'a posé problème. Et d'autant plus que les références à la Révolution française ont été très nombreuses, notamment en 2023, au printemps 2023, sur l'affaire des retraites, où on disait on a guillotiné Louis XVI, Macron va recommencer. Donc je me suis dit, tiens, la Révolution n'est toujours pas terminée, puisque la thèse de François Furet, c'est de dire la Révolution est terminée. Enfin, il voudrait que ce soit terminé. En fait, c'est pas terminé, puisque les références sont toujours très actives, et les références sanglantes en particulier. Et donc c'est ce qui m'a donné l'idée d'aller voir aussi, pas simplement dans les affaires politiques de la Révolution française, mais également dans les affaires littéraires. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que, en définitive, comme aujourd'hui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que le passé éclaire vraiment le présent, comme aujourd'hui, si vous voulez, à l'époque, on se permettait de réécrire les textes puisque c'était politiquement incorrect, certains textes, et donc il y a eu aussi une terreur littéraire dont les historiens ne parlent pas. Ou quand ils en parlent, si vous voulez, c'est sur le mode de l'anecdote, mais qui n'est pas significative. Et moi, je trouvais que c'était très significatif. Voilà. Alors, on apprend beaucoup de choses parce que dans le livre de Hervé Luxardo, en fait, on va reprendre la chronologie. On apprend par exemple, moi j'ai appris par exemple que la liberté de la presse, ça fait partie aussi des premières violences qui ont eu lieu. Les premières violences, même dès l'été 1789. Ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que la Révolution se fait aussi pour lutter contre la violence d'Ancien Régime. C'est revendiqué par les constituants de 1789. Et en définitive, la Révolution, elle va arriver à tout le contraire. C'est-à-dire qu'elle était partie de l'idée de liberté, ce qui est une très belle idée, et de lutter contre les violences d'Ancien Régime, notamment la contrainte des corps, les lettres de cachet, la question, c'est-à-dire la torture. Et en fait, peu à peu, on va arriver à faire exactement la même chose, et même quelquefois pire. Et donc on trouve dès l'été 1789, moi ce que j'ai appelé une première terreur, c'est-à-dire que vous avez déjà
des journalistes, alors qui sont plutôt favorables au roi, mais si vous voulez, c'est pas clair à l'époque pour tout le monde, et donc qui sont poursuivis, on poursuit leurs imprimeurs pour qu'ils n'impriment pas leurs journaux. Et c'est totalement contradictoire avec tout ce qui est dit dans les livres sur la Révolution française, puisque c'est vrai qu'il y a la liberté de la presse qui est clos à cette époque-là, et c'est des dizaines et des dizaines de journaux qui écrivent ce qu'ils veulent. Mais en même temps, on commence déjà à voir une partie du personnel révolutionnaire qui n'est pas d'accord avec la liberté de la presse. Et donc c'est ça qui m'a étonné. Alors ensuite, quand on vient un peu plus en avant dans la Révolution, dans les années 1792, 93 et 1794, on a une censure sur les pièces de théâtre en particulier, où on demande de réécrire les textes, y compris Tartuffe de Molière, puisqu'il y a certains vers qui déplaisent, notamment un vers le prince ennemi de la fraude devient, on peut pas l'écrire parce qu'un prince forcément il doit aimer forcément la fraude, c'est quelqu'un qui triche sans arrêt, et donc ça devient les jours de fraude sont passés, et c'est tous les textes comme ça. Et donc sur 150 pièces si vous voulez qui ont été faites pendant ces années-là, il y en a 33 qui ont été interdites. Il y a même un comité d'instruction publique, si vous voulez, qui est chargé. Il y a 12 commissaires politiques, dont un qui s'appelle, je ne l'invente pas, qui s'appelle Froidure. Et ce Froidure, il est là pour surveiller les pièces. Et donc, on arrête les directeurs de théâtre. Et quelquefois, les comédiens vont se précipiter à l'hôtel de ville de Paris, qui existe toujours, à la commune de Paris, pour réciter, pour chanter la Marseillaise et pour essayer de ne pas aller en prison. Et donc, il va y avoir des vrais conflits, mais des conflits physiques très durs, donc très violents, avec les canons qu'on fait rentrer dans un théâtre pour faire évacuer la salle de théâtre. Vous voyez, donc et donc tout cet aspect des choses violents de la Révolution française, moi, ça m'a étonné, et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, mais dans le fond, c'est vrai, on ne parle jamais de la violence. Jamais véritablement, puisqu'on construit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on construit les constituants et puis ceux qui viennent après, sous la Troisième République, ils construisent un récit mythologique de la Révolution française et des événements, ce qui peut se comprendre, puisqu'il y a des tentatives de restauration monarchique tout au long du XIXe siècle, et donc ils sont obligés, si vous voulez, de magnifier. Mais le problème, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, et jusque dans les années 70 et 80, 90, on a toujours plus ou moins le même récit. Moi, j'ai trouvé, par exemple, on dit toujours la chute de la Bastille. Ben non, c'est pas la chute de la Bastille, c'est pas la prise de la Bastille, c'est la reddition de la Bastille. Ça change. Voilà comment grosso modo, j'ai travaillé. Alors, on va explorer une piste sur laquelle nous a lancé, à moins que vous ayez Non, mais à propos de la censure, oui, simplement, oui. La théorie de René Girard, du bouc émissaire, a eu beaucoup de mal à se faire accepter. Elle a été plus ou moins rejetée par l'intelligentsia de l'époque, dans les années 70. Et elle a suscité beaucoup de polémiques parce que, justement, on ne voulait pas parler de la violence, justement, de cette violence-là mimétique. Bon, alors, j'y reviendrai. Est-ce que tu peux juste parler nous donner une petite synthèse de cette explicitation du bouc émissaire? Voilà. Alors, René Girard préfère l'expression victime émissaire plutôt que le bouc émissaire qui renvoie directement au texte hébraïque. Donc, elle est très simple. On dit que René Girard, c'est l'Einstein des sciences humaines, aussi Darwin, mais et c'est d'une simplicité confondante apparemment, puisque un peuple, alors c'est évidemment dans des sociétés archaïques, quand une tribu est menacée dans sa survie, parce que dans les rivalités à propos des femmes, à propos d'un territoire, quand elle se divise elle-même à force de rivalité, donc les doubles mimétiques, il faut trouver une victime émissaire. Et comme par enchantement, cette victime émissaire, une fois sacrifiée, constatant qu'elle a permis de faire l'unanimité contre elle, c'est-à-dire tous contre un, alors on la sacralise. Ça, dans les premiers temps, c'est l'hypothèse de René Girard, on la sacralise, on en fait un dieu. Et pour perpétuer ce sacrifice, constatant que l'unité est préservée,
Eh bien, on invente des rituels et on va trouver des substituts à la victime émissaire. Donc, au cours du temps, à la place d'un humain, on va par exemple sacrifier un animal, etc. Hein, au fil du temps, cette victime émissaire, sacrifiée, est en même temps divinisée. Elle est identifiée, par exemple, dans les monarchies africaines. C'est pas un hasard si les rois sont sacrifiés, mais ce sont des simulacres. À leur place, on sacrifie un jumeau ou un animal auquel on l'attache. Vous voyez, c'est toujours une histoire de sacrifice et sacralisation, c'est-à-dire une divinisation du roi, en l'occurrence. Voilà. Alors, René Girard, en fait, est parti alors, après avoir complètement révolutionné, c'est vrai, la critique littéraire dans Mensonges romantiques et vérité romanesque, il écrit La violence et le sacré, qui est son livre fondateur. Alors il part de la pièce de Sophocle, Édipe Roi, que tout le monde connaît, plus ou moins. Merci Yannick. Hein, voilà. Non, parce que j'en ai. Mais alors, parce que. Oui, d'accord. Il y a en fait trois grandes parties. Trois grandes parties dans cette Et alors, dans le roman, il y a une victime émissaire qui est le héros. Alors, comment est-ce que vous avez mis ça en forme? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire, sans dévoiler tout, mais qu'est-ce qu'on peut dire Oui. de cette mise en forme? Il faut bien voir que. Comment il surgit ce personnage? Voilà. Oui, alors, comment vous l'avez construit? Comment ça s'est construit, ce personnage? Alors là, justement. Ça, c'est intéressant. Oui, secret d'auteur. Très intéressant. Moi, je vais vous le divulguer. C'est de l'inconscient. Hein. On travaille toujours avec l'inconscient. Donc, il est évidemment pas. Il n'était pas question d'illustrer en quoi que ce soit la théorie de René Girard, que je connaissais bien. Hein, je l'ai découverte dans les années 80. Bon, mais c'est d'abord parti de l'inconscient. Donc, ce personnage un peu fêlé, hein, sort de l'asile. Hein. Il sort de l'asile. Bon. Il est journaliste. Comment? Il sort de l'asile. Bon, c'est ce qu'elle dit. Quand il se découvre lui-même sur le tableau de sa femme, évidemment, vous imaginez bien qu'il est troublé. Et donc, comme il l'aime, et c'est réciproque, et qu'il a épousé vraiment la cause palestinienne, elle est palestinienne, elle est chrétienne, alors il va épouser sa cause. Et donc, l'attentat du tableau, le titre Attentat du tableau, il y aura bien un attentat. Il y a un vernissage assez long où on voit à quel point le tableau, l'un des tableaux, en tout cas celui où il est représenté lui-même, suscite des débats dans l'intelligentsia. Hein, et on cause, on essaye de ne pas voir l'essentiel. D'où le système d'ailleurs de censure, une façon de ne pas parler vraiment de ce qui est en jeu, de la violence en tant que telle. Bon, en tout cas, l'intérêt va se déplacer dans le rapport entre sa femme, Myriam, et lui. Pourquoi? Parce que l'ayant représenté dans cette posture folle, il va s'identifier en même temps à lui-même, à ce double, et il va aller jusqu'au sacrifice. Mais ayant épousé la cause palestinienne, et par amour pour sa femme, ce sacrifice aura bel et bien lieu. Voilà. Alors il y a un autre personnage qui apparaît, qui aussi, qu'on peut voir comme une victime émissaire, qui est Ibrahim. Alors il apparaît et il passe, finalement il fait un passage rapide, mais c'est une sorte de double aussi de alors, qui est Ibrahim, et puis pourquoi vous avez créé, quel est son rôle dans le roman? C'est une bonne question là, parce que Ibrahim est un personnage, alors un jeune étudiant en médecine, il est palestinien, et donc apparemment il n'est pas sur la toile, il n'est pas protagoniste, et cependant on va le tuer. Alors on va le tuer parce qu'il est palestinien, parce qu'il est apparenté à Myriam.
il est de la même famille. Alors, il a aussi des positions qui n'ont pas l'air de plaire quand même à tous ceux qui veulent en découdre. C'est-à-dire qu'il est, lui, ce qui l'intéresse, c'est pratiquer la médecine indistinctement à quiconque, et pas seulement d'ailleurs aux Palestiniens. C'est un humaniste, et il sera donc sacrifié à ce titre aussi. Voilà. Après une promenade dans le Oui. château de Versailles. Voilà, C'est oui, quand oui. même c'est une fin tragique, mais Oui, dans c'est un vrai. cadre magnifique. Et si on revient sur la partie révolution, on peut se demander, est-ce que vous pensez, Hervé, que pendant la Révolution, cette violence était un mal nécessaire? Est-ce qu'on aurait pu faire une révolution sans violence? Est-ce que ça existe? Non, Est-ce que c'était possible oui, avec tout ce que vous avez pu analyser? Non, mais ce qu'il y a, c'est que on aurait pu ne pas connaître la Révolution française. Ça peut déranger aussi comme question pour les historiens. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous regardez, alors c'est compliqué, mais parce que là en plus il y a eu les élections américaines et donc il y a 1776 l'indépendance américaine, donc il y a une révolution, mais qui n'est pas la même que une révolution américaine qui n'est pas du tout la même que la révolution française. En Europe, on a dans les années 1760, 68, etc., donc la deuxième moitié du XVIIIe siècle, tout un tas de pays, je pense à la Pologne, je pense à la Suède, je pense au Danemark, qui, si vous voulez, abolissent la torture, abolissent la corvée. Vous voyez, il y a déjà des réformes. Alors, il y a eu aussi, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a eu des tentatives de réforme de la part de l'État royal, c'est-à-dire que Louis XVI était totalement d'accord pour réformer fiscalement et donc donner l'égalité devant l'impôt en définitive. Oui. C'est ce qui va se passer. Mais comme on a eu une partie du corps des privilégiés, c'est-à-dire la noblesse parlementaire qui était dans les parlements et qui était de toute récente noblesse, elle n'a pas voulu, si vous voulez, abandonner ses privilèges qu'elle allait avoir ou qu'elle avait depuis pas très longtemps. Et donc, elle a bloqué le processus. Et donc, si vous voulez, la révolution, elle vient non pas. Alors, c'est ça qui est assez contradictoire. Elle ne vient pas du peuple, mais elle vient des privilégiés. Et si les privilégiés ne s'étaient pas opposés, si vous voulez, aux réformes de l'État royal et de la fiscalité, sans doute qu'on aurait peut-être connu quelques violences, mais pas autant, puisque, si vous voulez, de 1789 jusqu'à 1794, la chute de Robespierre, ça n'arrête pas. C'est-à-dire que alors non seulement les violences vont de pire en pire, mais elles sont institutionnalisées. Alors ce qui m'amuse dans ce que vous disiez sur le côté sacré, etc., c'est que, en fait, les révolutionnaires conséquents, alors c'est-à-dire une partie de la sans-culotterie, qu'on dirait l'ultra-gauche ou l'extrême-gauche aujourd'hui, les jacobins, les montagnards, eux, ils le disent, hein, ils se prennent pour des dieux. Ils disent, nous sommes un peuple de dieux. C'est la raison pour laquelle on va apporter la liberté au monde, et tous ceux qui n'acceptent pas sont forcément des êtres méprisables, et dans cette mesure, on va les sacrifier. Ils ont été bien formés par les jésuites. Hein. Et c'est vrai. Oui. Et donc, c'est étonnant. Et alors, moi, j'ai trouvé des phrases extraordinaires. C'est-à-dire que, quelquefois, j'ai relu 2 fois l'archive pour voir si ce que je lisais, c'était bien ce que je lisais. Par exemple, vous avez David, que vous connaissez, qui est un peintre. Il était au comité de sûreté générale et il dit, en pleine terreur, il dit, dans un gouvernement si beau, la femme accouche sans douleur. J'ai eu l'impression de me retrouver en 1966 sous la révolution culturelle. Parce que la révolution culturelle, c'était exactement ça. Mais ce qu'il faut voir aussi, si vous voulez, c'est que les révolutionnaires du XXe siècle, ils vont prendre modèle sur la Révolution française et sur les aspects les plus violents, alors qu'aujourd'hui, justement, une partie de l'intelligentsia révolutionnaire essaye d'innocenter la terreur. C'est-à-dire que vous avez une partie des historiens qui ont pignon sur rue, ils sont France Inter, France Culture, etc. Eux, ils considèrent ils le disent, la terreur n'a jamais existé. Ce qui est bien sûr assez dérangeant, parce que, alors même si le mot terreur n'a pas été utilisé en tant que tel, il n'empêche qu'elle a été revendiquée, notamment Robespierre qui disait que la terreur c'était un excellent moyen pour contraindre et pour faire plier les méchants.
c'était le terme qui était employé à l'époque. Et donc, bien évidemment, vous voyez, on ne peut pas suivre des gens qui ont magnifié la terreur dont sont servis Lénine, les bolcheviks, etc., pour justifier la lutte contre les classes dominantes, etc. C'est ça. Et donc, en fait, quand on regarde bien comment ça se passe, on se rend compte qu'il y a toute une partie des historiens qui passent sous silence également, parce que quand on fait la Révolution française, on parle surtout du monde urbain. Mais vous avez quand même à l'époque, le monde, c'est pas le monde urbain qui est majoritaire, c'est le monde rural. Et une grande partie du monde rural était, non pas, alors c'est ça que j'ai découvert, c'était non pas contre-révolutionnaire, mais ils voulaient, si vous voulez, retrouver leur prêtre, et donc le sacré. Voilà. Et donc, ils ont très mal vécu. Et j'ai retrouvé également des archives qui montrent qu'une partie des paysans, y compris en Vendée, à Châlons en particulier, revendiquaient la liberté, l'égalité et la fraternité avant la formule républicaine de 1848. Donc, et qui étaient beaucoup plus humains vis-à-vis de leurs adversaires que les républicains l'étaient vis-à-vis des Vendéens. Donc, si vous voyez, c'est à front renversé en définitive, et c'est pas du. Et donc, pour aujourd'hui, je crois qu'on peut réécrire systématiquement toute la Révolution française, parce que quand vous commencez à prendre les événements les uns après les autres, vous voyez que c'est la manière dont on a écrit l'histoire, dont on a divinisé, alors puisque vous parlez de Dieu, etc., on a divinisé les mots, et aujourd'hui encore, on divinise le mot peuple. C'est-à-dire que l'ultra-gauche considère, l'ultra-gauche de l'époque, les sans-culottes, les jacobins, les montagnards, considèrent qu'il n'y a qu'elle qui est capable de défendre le peuple. Et donc, elle dénie aux autres de pouvoir défendre le peuple, et ils sont rejetés dans les poubelles de l'histoire. Et ils sont appelés aristocrates, même brigands, etc., même s'ils ne le sont pas, si vous voulez. Et vous avez tout un tas d'adjectifs qui sont accolés à ceux qui estiment que la Révolution suit un mauvais cours, et ce sont des mots qui font appel à l'animalité, et qui permet ensuite, si vous voulez, de montrer que ceux qui s'opposent à la Révolution, ce sont des gens qui ne sont pas des humains. Donc on peut les tuer. Donc on peut, et là moi je le démontre, on peut faire ce qu'on appelle un génocide. Et ça rejoint un peu le débat. Moi je suis surpris aujourd'hui de voir que le débat sur il y a un débat sur y a-t-il un génocide ou pas actuellement avec la guerre entre le Hamas et Israël. Et je suis surpris de voir que ceux qui dénient le génocide vendéen, ils le disent. C'est-à-dire que vous avez un représentant en mission qui s'appelle Le Quignot, qui dit, mais ça va être très difficile, il reste encore, il se trompe, hein, il y en a plus que ça, mais il reste encore 400 000 Vendéens. Et il ne dit pas c'est des aristocrates, il ne dit pas c'est des contre-révolutionnaires, il dit des Vendéens. Oui. C'est-à-dire, il faut supprimer, entre guillemets, la race, ils le disent quelquefois, même si ça parle le même sens, la race vendéenne. Et donc, si vous voulez, vous avez des textes qui montrent que se débarrasser des Vendéens, c'était pas vraiment un problème. Et vous avez des révolutionnaires qui sont des personnages secondaires, notamment un certain Guffroy, qui est en liaison avec le comité de sûreté générale et le comité de salut public. Et ce Guffroy, il dit, mais en fait, il y a 28 millions d'habitants en France. S'il n'y avait que 5 millions d'habitants, moi, ça m'irait très bien. C'est-à-dire qu'il imagine, si vous voulez, qu'on peut systématiquement trucider, enlever de la surface de la Terre la majorité des Français qui ne pensent pas comme eux. Et pour finir sur ce problème-là, on ne met pas en avant, et moi j'ai découvert ça dans un livre sur les arbres, l'histoire de Bédouin dans le Vaucluse. Alors Bédouin, vous connaissez peut-être, ceux qui s'intéressent au cyclisme le connaissent, puisque c'est le dernier village avant la montée du Mont Ventoux. Et donc à Bédouin, qui était une grosse bourgade, qui ne sont pas très chauds pour la Révolution, il y a dans la nuit du 1er au 2 mai 1794, vous avez des 4 ou 5 personnes qui ont arraché l'arbre de la liberté et déchiré la Constitution. Et donc à partir de là, un député en mission qui s'appelle Maignet, Jean-Christophe Maignet, va venir avec 2 bataillons
pour mettre en coupe réglée le village. Il va faire exécuter ou fusiller 63 personnes avec un procès bâclé en une quinzaine de jours, si vous voulez, et il va faire mettre le feu à 433 maisons. Alors, plus ou moins, etc. Il va faire sauter également l'église, vous voyez. Donc, c'est véritablement, vous voyez, un point d'orgue comme ça d'un événement dont les historiens ne parlent pas, parce que c'est vrai que c'est assez dérangeant en définitive. Et donc, comme on ne sait pas l'expliquer, on le passe sous silence systématiquement.